Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Pas de surprise, pas de remontada. Ce soir, dans les rencontres qui ont posé d'un côté Naples au Real Madrid, victoire madrilène sur le même score, 3-1 qu'à l'aller, qualification donc du champion sortant pour les quarts de finale, qualifié également et sur le même score que l'aller. En fait, une remontada à l'envers pour l'équipe du Bayern de Munich, 5-1 à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Demain, les deux autres quarts, des autres huitièmes de finale avec surtout un Barça PSG qui promet. Tout de suite, le sommaire de ce nouveau numéro du club. Paris a réussi un match aller exceptionnel, remporté 4-0 le Paris Saint-Germain qui pourrait enfin éliminer Barcelone en phase à élimination directe et s'affirmer comme un sérieux client pour cette édition 2017 de la Ligue des Champions. Si on l'a fait contre Gijón et le Celta Vigo, pourquoi pas contre Paris? C'est plus ou moins la teneur de la presse catalane ces jours-ci. Après les volées infligées par le Barça, 2 matchs de suite dans son Camp Nou, respectivement 6-1 et 5-0. 2 scores qui qualifieraient leur équipe face au Paris Saint-Germain. Certes, même si l'on peut penser que l'adversité devrait être un poil différente ce mercredi soir. Machine à broyer les entraîneurs, le FC Barcelone a fait une nouvelle victime avec le départ annoncé de Luis Enrique en juin après 3 saisons en poste. Signe qu'il est difficile de durer dans cet ogre planétaire et de diriger des astres du football mondial du calibre de la MSN. Alors, une édition de club avec un comité réduit pour le moment, vu qu'un invité s'est décommandé à la dernière minute et on espère en recevoir un ou une autre invité d'ici la fin de cette édition du club. Reda Hallali, bonsoir. Bonsoir Jalel. Le mot que tu cherchais sur Arsenal, c'était la démontada. La démontada, exactement. Et je peux te piquer Arsenal. Oui, c'est pas moi. Hein. Allez, ça circule beaucoup. Arsenal. Bonsoir Amine. Salut Jalel. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'émotions comme on espère, en tout cas on espère, la vivre demain pour cette remontada annoncée du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. On va commencer par justement le champion en titre, l'équipe du Real Madrid qui, comme lors du match aller, a commencé par encaisser un but. Voilà, ils étaient menés à 1-0. On sentait l'ambiance monter à São Paulo et ce chaudron de Naples. Mais en deuxième période, moi personnellement, j'ai pas compris. Est-ce qu'il a changé les 11 joueurs? On a retrouvé une équipe de Naples méconnaissable. C'est une équipe qui avait un plan de jeu très clair, qui a fonctionné quasiment sur toute la première mi-temps avec ce pressing haut, qui a effectivement donné ses fruits. Il y a eu des opportunités, peut-être pas des occasions, mais beaucoup de situations dangereuses, des positions de frappe qui ont été mal exploitées. Et puis ce but, mais c'est un pressing qui bouffe de l'énergie. Tu vas pas jouer 90 minutes comme ça, ou alors il va falloir vite en mettre 2 ou 3. Enfin, c'est ça l'idée. Mais en termes d'énergie, c'est aujourd'hui, c'est ça la mode. Aujourd'hui, on parle plus beaucoup de possession, on parle beaucoup de pressing. Pressing tout terrain, c'est ce que beaucoup fait Klopp, Conte et aujourd'hui ce qu'ont fait les joueurs de Naples. Mais derrière, il faut un physique monumental, ou alors il faut vite marquer, il faut être très précis sur ces temps forts. Le temps fort de Naples a quasiment duré une mi-temps. Voilà. Mais pratiquement ils sont sortis avec toute la première période, ils étaient tout près de marquer le deuxième. Et comme souvent, cet incroyable Sergio Ramos les a sortis de ce mauvais pas. Il les a sortis un petit peu plus tôt que d'habitude. Oui, c'est vrai, il était en avance sur son timing, mais ce bonhomme est phénoménal. Voilà, je trouve ce bonhomme phénoménal, sa capacité à être décisif dans les moments clés, à sortir comme ça, tel Zorro, au moment où on attend les stars de devant. C'est lui qui surgit sur les coups francs, qui se ressemblent les corners, qui se ressemblent tous, qui sont incroyablement précis. Mais c'est ça la question. Une rage de vaincre dans l'attitude de ce bonhomme phénoménal. Mais c'est ça la question, Amine, c'est que les buts du Real Madrid, et surtout les buts, et on a beaucoup qui sont inscrits par Sergio Ramos, ils se ressemblent. Est-ce qu'il n'y a pas une parade? Parce que sur coup de pied arrêté, et souvent, 95% des fois, c'est des corners. Et donc les corners qui se transforment souvent en but quand il y a Sergio Ramos dans les parages. 81. Ouais. Toute compétition confondue, donc c'est le chiffre de M. Sergio Ramos.
avec cette équipe du Real. Mais effectivement, apparemment, il ne doit pas avoir des parades, hein, vu que personne n'arrive à la trouver. Donc, si c'était aussi facile, tu serais sur un banc et tu ferais beaucoup d'argent. Ouais. Donc, non, mais ce que dit Reda est très juste, sauf là où je nuancerais ce que tu disais, c'est que c'est pas vrai, il y a eu du suspense. D'ailleurs, sur la première mi-temps, on avait pensé on a pensé que Naples pouvait le faire, d'ailleurs, parce qu'à 2-0, ils sont qualifiés. Après, il faut tenir le score. Mais voilà, donc il a fallu que Ramos vienne sauver les meubles, parce que sur la première période, Naples était complètement... le Real était complètement frais. C'est-à-dire, la Naples a fait un pressing de fou. Pas de grosses occasions, mais des frappes, dont celle d'Insigne, il me semble. Mertens qui part bien. Ouais. Il y a un poteau, même si Ronaldo aussi met un poteau juste avant. Mais sur la première période, effectivement, Naples était bien plus près de mettre le deuxième que le Real de mettre le but égalisateur. Même s'ils avaient mis le deuxième, ça les aurait pas mis tu le à sens l'abri. parce que tu connais Ramos. C'est tout. Non, enfin, je pense qu'au fond, on sait que... Il y a eu, à part la frappe sur le poteau, il y a eu beaucoup de positions de tir très intéressantes d'Hamsik devant des défenseurs qui reculent. Ah, tu sentais pour Naples, pas pour le Real, voilà. Non, mais est-ce que ça aurait suffi? Le Real, c'était indigent. La BBC a vu son signal éteint. Il n'y a pas eu de télé, il n'y a pas eu de... BBC, signal. Voilà, exactement. Bravo. Relève, il faut relever, sinon ça n'a aucun intérêt. Tu veux qu'on fasse une hola? Ouais, un petit peu. On n'est pas assez, mais c'est pas grave. On n'est pas assez nombreux pour la hola. Ça se verrait pas. Naples a complètement éteint l'animation offensive du Real, parce que même Modric et Kroos n'ont pas beaucoup été en mesure de construire ce jeu-là. Casemiro a été catastrophique d'ailleurs, c'en était risible, hein, toutes les bonnes occasions napolitaines. Il a fait ce qu'a fait Koulibaly, non pas Koulibaly, l'arrière-gauche, c'est Koulibaly du côté Napoli. Oui. Voilà, il a fait ce qu'a fait Koulibaly côté Napoli, c'est-à-dire un match à oublier. Ouais, mais il y avait une chose qui était frappante. Bon, tu as une équipe, c'est le Real, qui sans déployer de grande qualité en termes de jeu, de circulation de balles, de combinaison, est capable de se sortir de mauvaises situations par le pur talent individuel de ses joueurs. Voilà. Ouais. C'est souvent Ronaldo, c'est parfois Benzema. Ou la phase de jeu. Et c'est souvent... Alors quand on parle de Sergio Ramos, il faudrait quand même parler du tireur de Toni Kroos. C'est un doublé à l'œuvre. Et je ne sais pas, aujourd'hui je crois que... J'ai pas fait attention, mais j'ai l'impression qu'ils mettent plus de joueurs au premier et au deuxième poteau en défense sur les corners. Hein. C'est plus trop à la mode. Peut-être que c'est par là qu'il faut aller chercher la solution. Parce que quand il est frappé avec cette précision et que le bonhomme arrive lancé et que tu n'arrives pas à l'empêcher de décoller, et c'est également lié pour moi à l'amélioration de l'arbitrage. Ouais. Si tu regardes bien, avec cette espèce d'arbitre derrière qui ne sert pas à grand-chose, au moins, ils ont réussi à diminuer un petit peu les fautes qu'il y avait sur les corners, sur les prises d'élan. C'est-à-dire les gens qui sont ceinturés, qui sont tirés par les maillots, etc. On n'ose plus trop faire ça aujourd'hui. Ce serait pourtant, il y a 10 ans, à mon avis, la solution qu'on aurait appliquée à ces envolées rageuses de Ramos. Juste pour finir par rapport à cette histoire de Real Madrid, on parle beaucoup des phases de jeu et du pressing. On oublie aussi que les coups de pied arrêtés sont un élément fondamental pour gagner ou perdre un match. On a des coups de pied arrêtés en phase. Voilà, on a un coup de pied arrêté en phase offensive, mais tu as aussi des coups de pied arrêtés en phase défensive. Tu as des équipes qui prennent pas de but sur coup de pied arrêté, donc fatalement elles perdent moins de matchs. Et tu as des équipes qui en marquent beaucoup. Et quand tu as un gars qui en met... C'est ça la beauté du foot, Amine. On n'est pas des comptables en train de compter les buts. Tous les buts ne se valent pas. Oui, ils se valent sur le compteur, mais en termes de commentaires, d'émotions, etc., on est tous un peu les mêmes. On aime tous les phases de jeu construites. On aime bien, y compris les contre-attaques, on aime bien voir un but arriver après quelques passes, une combinaison, un décalage, un geste, un dribble, un crochet. Voilà. Ça n'enlève rien au talent de Ramos, c'est ce que fait le Real et des gens qui m'ont arrêté. Mais on est obligé de dire que cette arme-là, c'est incroyable, comme l'a dit Jalel, que personne n'ait réussi à la bloquer. Peut-être parce qu'elle est difficilement bloquable. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui, le Real, sur les 3-4 dernières années, c'est quand même beaucoup de titres et beaucoup de matchs gagnés sur des détails comme ça qui arrivent Il y a une phrase que j'ai trouvée magnifique, qui était sur un mur italien apparemment, d'un homme qui fait sa déclaration le 8 mars. Tiens, on va la veille du 8 mars, qui dit à sa copine qui habite probablement en haut du mur, tu es belle comme un but marqué à la 91e minute. Ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Un but de Ramos à la 92e ou 83e, en plus de faire gagner ou du moins de sauver une équipe comme le Real, te procure des émotions incroyables. Mais ce but et ces actions et ces buts sur coup de pied arrêté ne peuvent pas maquiller les lacunes du Real Madrid. Si, elles peuvent les maquiller. Elles peuvent les maquiller. Ils se qualifient, mais franchement, avec l'équipe de Gala, quand même, c'est le 11. Il n'a pas eu souvent l'occasion d'aligner son 11 type Zinedine Zidane. Et là, on arrive vraiment à la dernière ligne droite et il peut utiliser Bale, Benzema et Ronaldo
et aussi, bien sûr, Pepe derrière. Et Kroos. Et tout le monde. C'était l'équipe de Gala. Et Casimiro, surtout, qui était aussi absent pendant plusieurs semaines. On touche du doigt. Mais franchement, on n'a pas vu un grand Real. Non, mais on n'arrête pas de regarder ces deux équipes, le Real et le Barça, avec des yeux d'une exigence hallucinante. Et puis, et de grossir. Ils ont gagné 3-1 à l'aller, 3-1 au retour. Merci, au revoir. Ils sont passés au tour suivant. Ils n'ont pas de blessés, pas de rouges. Tout va bien. On a envie de grogner parce qu'ils ont à moitié tremblé une mi-temps sur les 4, ou avec une deuxième mi-temps à l'aller. Même la mi-temps à l'aller. Une demi-mi-temps. Une demi-mi-temps plus une demi-temps au retour, voilà. Ils ont un peu tremblé. En même temps, ils ont à chaque fois surclassé leur adversaire. Au physique, c'est une équipe qui est physiquement très impressionnante. Ils gagnent 6-1 sur les 2 matchs. Il faut arrêter de croire que c'est des équipes qui vont gagner tous leurs matchs par 4-0 sans jamais trembler. Ouais, mais en l'occurrence, le Barça. Tu peux gagner et plaire aussi. Voilà. Tu peux essayer de plaire aussi. Oui, non, mais de dominer. Tu as bien commencé, tu as mal fini. Quand tu es le Real, tu ne dois pas. Non, mais c'est vrai. Quand tu es le Real, tu dois pas essayer de plaire. beaucoup de chance. J'ai oublié les cartons aujourd'hui. Tu peux tout te permettre. Pour l'instant, en tout cas. Non, plus sérieusement. Sur le Real, aujourd'hui, on va quand même se rappeler qu'ils ont viré des entraîneurs au lendemain d'un titre. Oui. Parce qu'ils trouvaient qu'ils jouaient mal. C'était le cas de Del Bosque, c'était aussi le cas de vainqueur de la Ligue des Champions quand même. Capello, il me semble. Capello aussi est parti au lendemain d'un titre. 2007, parce qu'ils estimaient qu'ils jouaient mal. Donc aujourd'hui, tu as des équipes qui ne peuvent pas se permettre juste de gagner des titres parce qu'elles sont habituées à le faire. Donc limite, c'est dans leur ADN, mais qui ont aussi une exigence supplémentaire qui est très difficile à satisfaire. Donc c'est normal que tout le monde veuille que le Real joue toujours très très bien, que le Barça joue toujours très très bien, que ces clubs-là jouent très bien et qu'elles gagnent et qu'elles le fassent avec la manière. C'est un autre Real aujourd'hui. C'est plus cynique. C'est pas plus cynique. C'est un Real qui a tenté et a à moitié réussi d'ailleurs de casser la domination catalane. C'est un Real qui a pris les services de Mourinho parce qu'il avait réussi à battre le Barça avec son Inter et donc à jouer même, y compris négativement, et à aller à l'encontre. Il n'a pas eu beaucoup de réussite, Mourinho, avec le Barça. Sur 10 ans, le Real Madrid n'a remporté qu'une fois le titre de champion d'Espagne. Il a un bilan c'est toujours hégémonique. Je ne suis pas en train de défendre le bilan de Mourinho au Real. Je suis en train de dire qu'à partir du moment où les dirigeants du Real sont allés chercher Mourinho, c'est qu'ils s'intéressent moins au beau jeu et qu'ils voulaient absolument casser cette chose qui était insupportable pour eux, qui était que l'Europe entière était devenue amoureuse du Barça. Voilà. C'est pour ça que alors à partir du moment où ils sont allés le chercher, c'est le public. Parce que le public aujourd'hui, quand il sort ses mouchoirs blancs, c'est pas tant les dirigeants. Les dirigeants peuvent être derrière son équipe, mais quand le public est mécontent du style de jeu qui est prôné par un entraîneur en général, très longtemps qu'ils Mourinho, n'ont pas sorti le mouchoir blanc. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti le mouchoir blanc. Ils sont dans une autre phase aujourd'hui. Ils avaient ce complexe de la décima qui a été brisé et la 11e. Et maintenant, ils ont envie de gagner la Liga. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est la Liga. Si Zidane gagne la Liga avec 50 buts de Sergio Ramos dans les 93e minutes sur corner, ça ne dérangera personne, à part les fans du Barça. Mais ça ne dérangera personne. Et juste tu as cité une phrase marrante, je t'en rajoute une deuxième, qui est à Naples, qui est sur la terrasse d'une pizzeria, avec attention à la barrière, si vous tombez, il y aura pénalty pour la Juve. Juste avant que j'oublie, Reda, ce matin déjà, au téléphone, il me dit ça va se terminer par 3-1. Oui. Et voilà, exactement. Mais sauf que, il m'a dit, ça sert à quoi? C'est Naples, parce qu'il a eu tout. Il a eu tout juste, 4-0. Qui, vraiment, la seule personne qui a dit que le Barça va perdre 4-0 à l'aller contre le Parc des Princes. C'était pour faire plaisir à Julie. On l'a traité de fou, mais il n'est pas fou. Et là, il a juste un petit peu quand même. Comment? On l'a aidé un petit peu quand même. Il n'est pas très net. 4-0? Non, il est fou. Mais on a tous besoin d'un peu de folie. Les mouchoirs blancs, c'est pas une tradition anglaise. Et pourtant, ils auraient dû les sortir, les supporters de nos amis. On fait la hola aussi. Quel talent. Nos amis d'Arsenal. 5-1, c'était, comme je disais tout à l'heure, une remontada à l'envers. Une remontada à l'envers et une démontada tout court. À l'endroit. 5-1 pour le Bayern de Munich. C'est très embarrassant pour le timing aussi. Il reste sur 3 défaites et notamment à 3-1 contre Arsenal en première Liverpool. Entre Liverpool, bien sûr. Non, mais bien plus que le timing, en fait, ce qu'il y a d'horrible pour cette équipe d'Arsenal, c'est que je pense qu'une équipe aujourd'hui européenne, quelle qu'elle soit, qui joue à 10 contre le Bayern, qui est une véritable machine de guerre, peut perdre 4 ou 5 buts à 1 à domicile ou là, ça fait 10-2. Oui, sur les 2 matchs. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que ça arrive à ce monsieur-là, donc Arsène Wenger, qu'on a à l'écran, et ça arrive à un certain moment où ce monsieur-là, aujourd'hui,
Et il est au bout du gouffre. Voilà, il est peut-être pas au bout du gouffre, mais aujourd'hui, son avenir est très clairement remis en cause par tout le monde à Londres. Je pense que la défaite de ce soir, on aura l'occasion d'en reparler, elle scelle son affaire. Si, moi je pense parce qu'aujourd'hui, honnêtement, le Barça en a pris 3 et 4 contre le Barça dans sa grande splendeur et à 11. Ouais. Ils en ont pris 7 il y a 2 ans contre le Bayern. C'était choquant, mais sans plus. Mais là, effectivement, par rapport à la situation que vit Arsenal, Arsène Wenger, la situation globale du club, aujourd'hui, les bisbis Wenger, les joueurs, Sanchez, des joueurs, notamment Sanchez, Ozil, qui apparemment se marrait beaucoup sur son banc pendant qu'il se prenait cette démontada. Donc ça tombe vraiment mal pour Arsenal et ses ouailles. Mais très honnêtement, quand tu vois cette machine de guerre qu'est le Bayern, notamment devant, pour moi, t'en prendre 4 ou 5 chez elle ou même chez toi, quand tu es à 10 contre 11, c'est pas non plus le plus grand scandale du siècle. Sauf que Amine, on attendait aujourd'hui, vu le marasme dans lequel il est Arsenal aujourd'hui et son staff technique et toutes les critiques, tous les journaux, les tabloïds britanniques qui tirent à boulet rouge sur notre ami Arsène Wenger, on n'attendait pas la qualification. Mais au moins une petite réaction, un bon petit résultat. Avant le double carton jaune stupide de Koscielny, il menait 1-0. Arsenal menait 1 Et c'est l'histoire de ce match, c'est un peu l'histoire de Koscielny, parce que quand il est sorti lors du match aller blessé, et c'est là que ça a commencé à être compliqué. Si on veut analyser ce qui se passe à Arsenal, il faut dépasser cette année et constater que c'est pas un accident, c'est les années qui se ressemblent. Voilà, c'est le plafond de verre qui est aujourd'hui placé au niveau des 8e, je crois que c'est la 7e, ou en tout cas la 4e ou 5e. Ils se prenaient le Barça en général. Oui, mais avec toujours l'impression qu'ils vont pas y arriver et qu'ils n'essayent même pas et qu'ils se résignent à se bloquer en 8e, à finir 3e, 4e de la Première Ligue. Les actionnaires sont contents. Wenger a rendu le président content. Les supporters sont un peu grognons. Mais comme l'a dit le président d'Arsenal, c'est une déclaration qu'il faut prendre comme elle est. Tout est dit, il n'y a aucune analyse à faire. Le président d'Arsenal a dit, dans une conférence, les titres sont une mauvaise affaire. Voilà. Tout ça, je suis d'accord avec toi, mais c'était avant cette année. Mais cette année, c'est annus horribilis pour Arsenal et son contrat se termine à notre ami l'année prochaine et on peut parier que Arsène Wenger va partir. C'est la fin d'une ère pour Arsenal. Il y a un changement qui sont aujourd'hui les entraîneurs à succès, les entraîneurs qui... Tu vois, on voit arriver du Conte, on voit arriver Klopp, Simeone. On voit bien qu'il y a un changement de génération. Arsène Wenger, appartient à l'ancienne génération. On a quand même l'impression qu'il est un peu dépassé, qu'on est un peu devant un management à l'ancienne, un peu pépère. Il y a eu beaucoup d'erreurs de recrutement quand même sur les dernières années, y compris un problème d'ambition, même au niveau du club. Effectivement, c'est le temps de tourner la page. Je ne crois pas que ça sera tourné en cours d'année, mais en fin d'année, ça me semble inéluctable. Et c'est dommage qu'il ne soit pas parti de lui-même. À la Ferguson. Ma question, c'était est-ce que c'est le couac de trop, justement? Pourquoi? Et on le sentait dans tous les médias britanniques avant ce match retour. Même si on savait que Arsenal n'allait pas dépasser ce stade des huitièmes de finale, mais on savait que là, peut-être, c'est le couac de trop, vu qu'il n'a plus la confiance de son vestiaire. Moi, je serais tenté de répondre non, parce qu'il n'y a pas de couac de trop, parce qu'il ne sera pas viré demain. Non, mais donc aujourd'hui, il n'est que dans un semblant d'ordre normal des choses, qui fait qu'il vit une situation, Arsène Wenger, même Arsenal dans sa globalité, d'instabilité telle que tu te prennes 4 ou 5... Tu viens de le dire, ils s'en sont pris 3 contre Liverpool. Ouais. Ils viennent s'en prendre 4 à 5 en jouant à 10 contre le Bayern. Ils peuvent s'en prendre encore 4 demain contre Chelsea. Donc ça ne sera pas le couac de trop, ça sera le couac supplémentaire, juste supplémentaire. Mais maintenant, ce qui est quasiment certain, effectivement, apparemment, on a proposé une prolongation de contrat. C'est-à-dire que c'est à lui de choisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patrons d'Arsenal, comme dit Reda, qui estiment que les titres coûtent cher et qui ne servent à rien, serait enclin à garder encore Arsène Wenger 4-5 ans, tant qu'il reste en premiership, tant qu'il passe les phases de poule, tant qu'il va en Ligue des Champions et tant qu'il continue à gagner de l'argent. Ouais. Mais sur le reste, honnêtement... Est-ce que le peuple d'Arsenal, il en a déjà, ça fait 5 ans qu'ils en ont marre, le peuple d'Arsenal, mais ils ne peuvent rien, c'est pas eux qui mettent ou démettent les entraîneurs, honnêtement. Wenger, on l'a vu passer, c'est l'humain. La vieillesse, c'est un naufrage, a dit le poète. C'est l'humain. Il est arrivé avec une avance sur le foot anglais. Il a amené avec lui beaucoup d'habitudes, la diététique, d'une façon de vivre plus saine. On se rappelle que dans l'équipe qu'il avait, quand il arrivait, il y avait du Tony Adams, Harry Keown, Dixon et compagnie, Paul Merson, qui sont des gens qui ont tous fait des livres qui racontent leur addiction à l'alcool en particulier. Ouais. Il a mis beaucoup d'ordre dans la diététique, il avait beaucoup d'ordre dans le professionnalisme, la façon de s'entraîner, la façon de jouer. On n'est plus dans le kick and rush, on n'était pas dans le boring Arsenal. Mais aujourd'hui, c'est un
entraîneur qui est un petit peu dépassé, qui est même nettement Ouais, mais dépassé. et voilà, et puis il faut tourner la page. Mettre sur le condamnage aujourd'hui, parce que quand tu vois ce que fait Ranieri, par exemple, le plus beau contre-exemple de l'âge, on va dire, par rapport à ta prestation sur un terrain. C'est une attitude plus que. Oui, non, voilà, donc c'est pas tant dépassé, parce que c'est la même génération que Ranieri, et pourtant Ranieri a su sublimer et jusqu'à fantasmer une équipe formidable qui a été celle de Leicester l'an dernier. Donc ça a duré une année. Oui, là, mais ça a eu le mérite d'exister, alors que là, ça n'existe plus. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus arrivé au bout d'un système, un système qu'à une personne ou un âge. Je pense que c'est plus aujourd'hui le système Arsenal globalement. Oui, mais il y a des gens qui savent se réinventer, même quand ils prennent de l'âge. Comment tu veux ne pas t'encrouter quand tu es depuis 20 ans au même poste On a le contre-exemple d'Alex Ferguson, et ça a super bien marché pour lui pendant très longtemps, sauf la dernière ou les 2 dernières saisons. Non, il part sur un titre, Ferguson. Il part sur un titre. Mais en fait, c'est même par rapport à ce que dit là, c'est très intéressant. C'est là, je comprends. Aujourd'hui, le modus operandi de nos clubs, en fait, il ne veut pas laisser aux entraîneurs le temps de s'encrouter et les virer au bout de 4 mois. Je viens de comprendre le truc, en fait. Je ne suis pas convaincu. Nous sommes géniaux, nous sommes des visionnaires. Je ne suis pas convaincu, Jalel, qu'une expérience à la Ferguson puisse être. On sait tous que Wenger se voyait comme le Ferguson d'Arsenal et aujourd'hui Mourinho se voit comme le Ferguson de nouveau. Et je ne suis pas convaincu que dans le foot d'aujourd'hui, avec l'exigence de ce métier tel qu'il se pratique aujourd'hui, tu sois capable de durer aussi longtemps sans t'user un petit peu. Et si on parlait du Bayern, le Bayern qui était, on le trouvait avoir quelques difficultés en Bundesliga, pas trop, beaucoup de difficultés à s'adapter au jeu de Carlo Ancelotti. Mais dès que, après la trêve hivernale et dès qu'on est rentré dans le vif du sujet, eh bien ce Bayern-là devient juste impressionnant, que ce soit en Bundesliga ou, là on l'a vu, 10-2 sur l'ensemble des 2 matchs face à Arsenal. Est-ce que ça en fait pour vous l'un des 2-3 grandissimes favoris pour le Très largement. Moi, je vais reprendre ce que disait notre consultant sur le Bayern il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a 2 Bayern. Il y a un Bayern qui est éminemment focalisé aujourd'hui et depuis pas mal d'années maintenant sur la Ligue des Champions, qui n'a pas pu avoir avec Guardiola. Et donc, dans ce cas-là, ça devient une machine de guerre, notamment sur des matchs aller-retour. Je pense que le Bayern ira encore très très loin cette année, à moins de tomber sur un Real ou sur un Barça s'il se qualifie. Mais je pense que ce Bayern-là est taillé pour aller au bout. Et en Bundesliga, c'est un Bayern qui est fait pour gérer. Ils ont un groupe qui est très élargi. C'est-à-dire, quand tu vois le banc du Bayern, c'est un banc de titulaires en puissance. Donc, c'est un banc c'est une équipe qui va permettre de gagner ces matchs peut-être sans véritablement forcer, mais dès lors que tu les mets dans l'élément de leur objectif principal qui est aujourd'hui la Ligue des Champions, ça devient des tueurs. Voilà, ils passent à la vitesse supérieure. On a vu la dernière demi-heure avec Reda sur la Ligue des Champions. C'est une équipe qui aurait pu s'arrêter à 2-1 ou 3-1, notamment avec le Rouge. Ils avaient très largement assuré leur qualification. C'est une équipe qui continue à attaquer à 4-5. D'ailleurs, ils ont eu 3-4, avant de mettre les 4e et 5e buts, ils ont eu 2-3 occasions où ils attaquaient à 3 ou 4 face à un défenseur d'Arsenal. Et ça y allait tout le temps à fond. C'est-à-dire que c'est des équipes aujourd'hui qui sont impitoyables parce qu'il s'agit aussi de marquer à la fois son territoire et de faire preuve de sa force. Parce que cette équipe-là, aujourd'hui, je pense qu'elle peut aller chercher ce titre après lequel elle court depuis 4-5 ans. Et ça nous ramène, excuse-moi, je reviens au sujet précédent, mais quand je vois l'attitude des joueurs d'Arsenal en fin de match, qui ont complètement lâché l'affaire, c'est pour ça que je me dis que le problème Wenger est qu'il a perdu la main du vestiaire, en fait. Enfin, il a perdu le contrôle du vestiaire. C'est pour ça que c'est dangereux. Sanchez aussi. J'avais vraiment l'impression de voir des joueurs qui ont manqué de professionnalisme sur la fin du match. Donc, pour venir au Bayern, bien sûr, ils sont taillés pour aller, comme d'habitude, dans le top, les derniers top 4. Et ensuite, c'est des matchs à élimination directe. Donc, pourquoi pas aller au bout? C'est très difficile de faire un pronostic sur la Ligue des Champions, c'est une coupe. Mais ce que tu peux dire, c'est que oui, ils ont une tête de vainqueur, oui. Comme d'autres équipes ont une tête de vainqueur. Mais ils l'ont, oui, bien sûr. Le Bayern de Munich et le Real Madrid donc qualifiés pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Demain, 2 autres rencontres dont on va parler dans quelques instants dans la seconde partie du Club. Restez avec nous.
Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club. On va vous parler bien entendu maintenant de ce match très très attendu demain soir au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Déjà, on tient à préciser rapidement que ça ne s'est jamais produit une remontada comme ça en Ligue des Champions dans la formule actuelle et que ça ne s'est passé qu'à 3 reprises dans l'histoire d'une coupe de l'UEFA. Après la défaite, on chuchotait un petit peu cette remontada sans trop y croire du côté de Barcelone. Mais depuis les derniers matchs et la série victorieuse du FC Barcelone face à l'Atlético, contre également le Celta Vigo dernièrement, contre Gijón, eh bien, on commence à en parler. Et notre consultant Frédéric Hermel, et je tiens tout de suite à le préciser, ne passe pas par être un grand supporter du Barça. Mais même Fred commence à y croire, Fred. Hola, bonsoir les amis, tellement content de vous retrouver dans un moment crucial de la saison quand même. Vous savez, il y a 2 façons de prononcer le mot. Vous pouvez dire en espagnol, en castillan, comme on dit ici, remontada. Ou alors vous pouvez le dire en catalan, catalan exactement, remontada. Mais que ce soit en castillan, que ce soit en catalan, vous savez, ce mot est sur les lèvres de tout le monde. Il y a une semaine, je vous aurais dit non. C'est une tradition madrilène, ce qui est vrai, une tradition du Real de faire ses grands comebacks. C'est une tradition qui, du côté de la Catalogne, a du mal à prendre. Oui, c'est une réalité. On n'utilisait les mots remontada ou remontada que du bout des lèvres du côté de la capitale catalane. Sauf qu'entre-temps, il y a eu ce match absolument extraordinaire contre le Celta Vigo. Parce que Vigo, vous le savez, c'est une équipe qui joue merveilleusement bien au football. C'est une équipe qui avait battu le Barça au match aller de cette Liga. C'est une équipe qui est qualifiée pour le prochain tour de Coupe de Ligue Europa. C'est une équipe qui peut jouer à prendre la possession de balle au Barça. Mais on a vu une équipe totalement remontée, une équipe qui avait l'intensité défensive de récupération de balles qu'on n'avait pas vu depuis des années, qui avait un Busquets retrouvé, ça on ne l'avait pas vu depuis longtemps aussi. On a vu un Messi qui marchait sur l'eau, sincèrement. Ce Messi-là est inarrêtable, même pour les grands défenseurs du Paris Saint-Germain. On a vu un Neymar qui a fait ses gris-gris, mais des gris-gris efficaces, qui provoquent. On a vu un Neymar qui a marqué un but extraordinaire avec beaucoup de décontraction. On a quand même l'impression que les changements, notamment avec l'annonce du départ de Luis Enrique, ont libéré les joueurs et qu'ils prennent leurs responsabilités. Alors, moi je vous dis, je suis persuadé que le Barça est capable de faire la remontada, ou les deux à la fois. Ça, j'en suis sûr. Parce que face au génie, t'as beau avoir les meilleurs défenseurs, ça passe pas. Il y croit fort, notre ami Fred Hermel, à cette remontada. Avant de poursuivre notre débat sur cette rencontre, permettez-moi d'accueillir une invitée de marque sur ce plateau, Nawal El Moutawakil. Bonsoir Nawal. Bonsoir, cher Jalal. Et je refuse toute blague de mauvais goût sur l'arrivée tardive de Nawal, parce que c'était ça en général. Spécialiste dans les blagues de mauvais goût. Elle est interdite à la veille, cette blague elle est interdite à la veille du 8 mars. On va évoquer bien sûr avec Nawal plein de choses, mais on va même essayer de parler football avec notre championne Fierté. Donne-moi le carton jaune. Pourquoi ? Essayer, parce que c'est une femme, ça veut dire... Non, Si, le jaune. On va parler football. Voilà, on va parler football. Donc, est-ce que voilà, la première question sera pour Nawal. Est-ce que tu crois à une remontada du FC Barcelone, battu 4-0 à l'aller par le Paris Saint-Germain ? Je sais pas. Je veux pas m'aventurer dans cette histoire parce que c'est un peu compliqué pour moi. J'aime bien les 2 équipes. C'est un sujet très sensible. Et très sensible parce que j'aime et l'un et l'autre. Voilà. Paris et le Barça. J'aime les 2. Ah ouais. Parce que chez nous, dans la famille, il y a les 2 clans. Il y a des supporters des 2 équipes. Alors moi qui n'ai pas de supporter ni d'un clan ni de l'autre, elle est bien l'histoire de Fred Hermel. Effectivement, on a le sentiment que il n'y a pas beaucoup de remontada dans l'histoire du Barça. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, c'est pas un peu le style de la maison, c'est plutôt le Real Madrid. Je ne sais pas s'ils vont le faire, je ne suis pas devin.
je ne suis même pas pronostiqueur. Par contre, je sais que j'adore la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire un défi qui a l'air impossible, une équipe qui semble taillée pour pouvoir faire l'impossible, qui est le Barça, défi impossible, une équipe qui semble pouvoir faire l'impossible, une espèce ça donne c'est-à-dire que demain, si c'était pas le Barça, on regarderait même pas. 4-0 à l'aller, merci, au revoir, on passe à autre chose, on zappe, c'est l'occasion de faire autre chose. Mais là, on va allumer la télé en se disant c'est possible. Pour les gens comme moi qui cherchent le spectacle, il y a un vrai défi et il y a vraiment la possibilité pour une équipe qui est peut-être en train de louper sa saison de rentrer dans l'histoire en faisant quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Donc ça fait des enjeux un peu connexes, mais qui sont intéressants à suivre. Mais il faut une part d'irrationnel, hein, tout Barça qu'il est, il faut part d'irrationnel pour que ça marche. Je ne pense pas que ça soit une part d'irrationnel, il faut une grosse part de talent. C'est-à-dire que quand on dit que dans l'histoire, des remontades, on n'a jamais eu au bout de 4 heures. Passe-moi le carton parce qu'il n'est jamais d'accord avec moi. Mais t'imagines comment toi, la semaine prochaine, tu viens pas. Mais je suis d'accord, je veux bien. Voilà, ça me fera des vacances. Non, mais ça n'aurait aucun intérêt ton émission si on était tous d'accord et qu'on faisait des bisous partout. Bien sûr, voilà. bien sûr. Non, plus sérieusement, quand on parle de l'histoire du football, notamment du Barça ou autre qui n'a jamais réussi, c'est parce que aussi, ça n'est jamais arrivé à des clubs qui avaient des génies dans leur rang. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que si ce Barça-là peut éventuellement, même si ça sera très dur et que je verrai ça avec un œil détaché, mais plein de passion aussi, parce que c'est formidable des situations pareilles, comme disait Reda. Ouais. Mais aujourd'hui, ce Barça-là n'aurait pas Messi, la question, je pense, ne se poserait même pas. Même pas. Aujourd'hui, si le Barça, on parle des remontadas, si même les Barcelonais y croient un tout petit peu en faisant semblant de ne pas y croire, un peu tout comme toi, je pense que c'est parce qu'ils savent dans un coin de leur tête qu'il y a un mec qui marche sur l'eau, comme l'a dit Fred Hermel, et ça a dû lui faire beaucoup de mal à la bouche parce que il est malade. Il est pas très bien. D'après le dernier nouvelle, il est pas très bien. Mais parce qu'il y a Messi qui revient très très bien. Les derniers matchs qu'il fait, et notamment le dernier où il met des buts de folie. Aujourd'hui, c'est le seul qui peut éventuellement allumer cette mèche qui pourra faire exploser ce Paris Saint-Germain, qui est aussi très très solide. On l'a vu contre Marseille d'ailleurs, au Stade Vélodrome. Je vais espérer une chose. Il y a les ingrédients pour avoir une soirée de football de folie. On va écouter maintenant la réaction d'un des joueurs du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi. Non, le mot d'ordre, c'est de venir ici, essayer de faire un bon match. Je pense que c'est toujours un plaisir de venir jouer dans ce magnifique stade qui est le Camp Nou. On le connaît bien maintenant. Et on sait qu'en face, il y a une grande équipe, mais on est concentré sur nous, notre jeu, et on a vraiment envie de faire une belle partie. Voilà, donc c'était Blaise Matuidi. Et qu'est-ce qu'on s'amuse pendant que normalement on est censé entendre ce que disent les gens pour pouvoir les commenter, mais on a tout fait avant le début de l'émission. Il y a eu aussi la semaine dernière, bien sûr, cette victoire 6-1 puis 5-0 pour le Barça face au Celta Vigo. Il y a eu aussi l'officialisation du départ de l'entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, qui quitte donc le club catalan après 3 années, qui lui ont permis quand même de gagner 8 trophées sur 10. On a du mal à le croire pour un entraîneur si décrié. On va donc suivre d'abord ce sujet, on en débat juste après. Aura-t-il une sortie digne de son excellent bilan ? Il semble en tout cas que les Catalans soient en plein renouveau, notamment depuis que leur coach a annoncé la nouvelle. Il quittera le club à la fin de la saison. Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Je ne serai pas l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. C'est une décision bien sous-pesée, méditée. La raison, c'est la manière dont je vis cette profession. Cela signifie pour moi très peu d'heures de repos et de déconnexion. Nous sommes dans une situation difficile, en particulier dans une des 3 compétitions, la Ligue des Champions. Mais avec l'aide de tout le monde, et si les astres s'alignent, nous allons renverser la situation au match retour. Mon engagement sera total. Une justification, l'usure d'un club qui demande un investissement personnel presque surhumain. C'est cette même fatigue qui avait poussé vers la sortie un Pep Guardiola vidé, après, disait-il, une éternité sur le banc Blaugrana. Ces dernières semaines, Luis Enrique semblait d'ailleurs sur les nerfs, comme lorsqu'il avait pris à partie un journaliste espagnol. Il faut dire qu'en homme de caractère, le coach, ancienne idole du Camp Nou lorsqu'il était joueur, n'est pas réputé pour sa diplomatie.
ce qui lui a valu des tensions permanentes dans son vestiaire de star et avec la plus brillante de tous, Lionel Messi. Son choix, en janvier 2015, de laisser l'Argentin sur le banc avait manqué de peu de lui coûter son poste. Un discours qui ne passe plus, des critiques de son équipe, la presse, les commentateurs, les supporters. En mettant fin au suspense, Luis Enrique devrait obtenir un peu de calme pour ses 3 derniers mois en poste et peut-être bonifier un palmarès déjà historique, redonnant l'appétit à son effectif. Lucho l'avait conduit à un triplé dès sa toute première saison. Et avant d'en parler ici autour de cette table, on va revenir à Madrid, en Espagne. Et Fred Hermel parle d'un déclic peut-être pour le Barça, cette annonce du départ d'un entraîneur usé, fatigué par ces 3 saisons passées à gérer ce qui se fait de mieux dans le football mondial, la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Il n'en peut plus, il veut se reposer, il veut se déconnecter. Fred. Ben oui, il en avait assez, Luis Enrique. Il était fatigué d'entraîner le FC Barcelone, fatigué de devoir composer avec des stars aussi difficiles à gérer que Neymar, Suarez et surtout Lionel Messi. Luis Enrique a annoncé ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire qu'il n'allait plus être l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. On attendait cette annonce, mais pas si tôt. Et c'est vrai que le timing est un petit peu surprenant. Surprenant, mais peut-être salvateur pour cette équipe du FC Barcelone, parce que c'est vrai que Luis Enrique, après le désastre du Parc des Princes lors du match aller de ce 8e de finale de Ligue des Champions, ce 4-0, c'était pour Luis Enrique. On avait entendu dans les médias et dans ce qu'on appelle en Espagne l'entorno, c'est-à-dire l'entourage du FC Barcelone, que très peu de critiques sur l'attitude des joueurs. Et c'est Luis Enrique qui avait servi un peu de gilet pare-balles. Il avait tout pris et protégé finalement ses joueurs. Peut-être a-t-il décidé de jeter l'éponge à ce niveau-là et de dire « Messieurs, je ne suis plus là, c'est à vous maintenant de prendre toutes les responsabilités. Je ne serai pas le bouc émissaire en cas de nouveau désastre face au Paris Saint-Germain, ou alors simplement, même s'il n'y a pas de semblant de remontada, ce Luis Enrique a finalement un cadeau aux joueurs en les mettant face à leurs responsabilités. Il a fait ça avec beaucoup de classe, je trouve. C'est quelqu'un qui a été injustement décrié pendant des mois. Luis Enrique est quand même un entraîneur qui a marqué l'histoire du FC Barcelone, même si on n'a pas l'impression qu'on va le reconnaître comme ça. Il aura laissé une trace finalement beaucoup moins importante qu'un Van Gaal, qu'un Rijkaard, qui avait peut-être des personnalités peut-être plus définies. Mais en tout cas, il laissera beaucoup moins de traces que Pep Guardiola. Alors qu'au niveau du ratio de victoire, jamais le FC Barcelone avait gagné autant de matchs que sous l'ère Luis Enrique. C'est injuste, mais il sera sûrement laissé aux oubliettes de l'histoire du FC Barcelone, alors qu'il était un grand coach. Mais on peut comprendre qu'après des saisons compliquées comme ça, avec tellement de tensions, tellement de pression, il a envie, comme il a dit, de prendre un peu de repos et d'être un peu plus de temps auprès des siens. Voilà, donc terrible injustice, il a raison Fred, le meilleur ratio de victoire dans l'histoire du Barça avec cet entraîneur. Comme on le disait tout à l'heure, 8 titres sur 10 qui peuvent se transformer, parce qu'il y a 3 titres en jeu avant le match de demain, donc il peut gagner 11 titres quand même sur 13 compétitions qu'il a disputées avec le Barça sur 3 saisons, mais on ne se rappellera pas, il n'aura pas marqué l'histoire de cette équipe du Barça. Non, je pense qu'en termes les titres, c'est pas Cruyff, c'est pas Guardiola, alors qu'il a eu autant de réussite qu'en moins de temps. Cruyff, c'est le bâtisseur, on va dire, qui a mis les grosses œuvres d'une philosophie de jeu au Barça, et Guardiola l'a sublimé. Ouais. Donc par la suite, on va dire que Luis Enrique est venu, même pas la bonifier, il est venu la perpétuer, voilà, pour avoir le bon terme. Maintenant, ça rejoint ce qu'on disait, je pense, tout à l'heure, c'est que vous avez des clubs aujourd'hui qui ont dans leur ADN une obligation de joli jeu. Et dès lors qu'on va estimer que M. Luis Enrique ne répond plus justement à ces conditions de beau jeu, on va faire en sorte qu'il parte. Et la manière avec laquelle, et la rapidité avec laquelle les gens commencent à lui tourner le dos et à lui critiquer, alors qu'en fait, comme tu dis si bien, il est encore en lice pour les 3 titres, mais juste parce qu'on va estimer que ça tourne un peu moins bien, et peut-être possible dans le vestiaire aussi. Juste une petite précision, Amine, juste une petite précision. Luis Enrique n'a pas été démis de ses fonctions. Luis Enrique a refusé en tout début de saison déjà de
prolonger son contrat. Donc c'est une véritable séparation à l'amiable, pas comme la nôtre. C'est une vraie séparation à l'amiable. Juste, je finis la phrase. Dans ce que disait Fred, on sent quand même que c'est une institution qui est quand même régie par des choses très costaudes, et notamment un vestiaire qui est costaud aussi, donc il ne part pas aussi facilement que ça. Ouais, non, très vite. Moi, j'ai rencontré Luis Enrique au Marathon des Sables. Il a participé à l'opération, à la course. Je ne sais pas si c'était en 2007 ou en 2008, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de distance par rapport au monde, au monde du sport tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire médiatisé, surpressurisé. Il a cette distance-là, et on le voit même dans son attitude. Quand il parle de prendre du recul, de se consacrer à sa famille, c'est quelque chose qui n'est pas la langue de bois, on l'a vu, puisque quelqu'un qui a traversé le désert pendant 8 jours avec un sac à dos, sous une tente avec ses amis sportifs et 20 basketteurs, je ne sais plus qui était dans l'équipe, il a cette distance, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est moins médiatisé, moins flamboyant, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas au premier degré. Voilà, il y a quelque chose, il y a un petit peu plus de recul chez lui que chez beaucoup d'autres. Et voilà, je vais. Voilà, donc FC Barcelone contre bien sûr cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est demain à 19h45 en temps universel. Il y a un autre match demain aussi, le Borussia Dortmund contre le Benfica. Et demain, ce mercredi, donc, c'est le 8 mars. Et souvent, Nawal, à travers son association, organise plein de choses. Déjà, première question, qu'est-ce que tu as au programme demain, Nawal? Il est assez chargé, de 8h du matin jusqu'à pratiquement minuit, avec des activités pour honorer la femme. Donc, il est de mon devoir aujourd'hui d'être là, de soutenir mes sœurs. Ouais. Et donc, je serai entre Casa et Rabat. Voilà. Et sous quelle thématique cette année? À chaque fois pour la promotion du rôle de la femme, soit dans le sport ou l'entrepreneuriat ou autre. Et pour parler justement du rôle de la femme au niveau, en tout cas du sport, l'accès de la femme à la pratique sportive et l'accès de la femme aussi aux instances sportives, on en est où aujourd'hui, le 8 mars 2017? Alors pour la pratique du sport, concernant les femmes, on n'a plus de preuves à faire. La femme, aujourd'hui, elle est présente en athlétisme, en natation, en escrime. Même aujourd'hui, la femme pratique la boxe, qui aujourd'hui figure dans le programme olympique depuis 2012. Exactement. Et on l'a vu dans le documentaire qui a juste précédé cette émission, le documentaire d'Alison Fernandez, le côté doux de la force. Et on a vu bien sûr des boxeuses, des haltérophiles et une équipe de football de Sidi Moumen. Et on a eu aussi la grande chance d'avoir dans ce documentaire Nawal Moutawakil. Pratiquer encore du sport, à presque 60 ans. Donc, ça change un petit peu des années 80 où je fus pratiquement la seule athlète féminine représentant le Maroc aux Jeux Olympiques de 1984. Ça m'avait un petit peu perturbée, surtout qu'à l'époque, pour la première fois, la femme était acceptée dans le programme olympique pour faire le 400 mètres haies, épreuve qui était pratiquée seulement par les hommes, exclusivement par les hommes. Donc, on nous avait autorisé à l'époque à faire non seulement le 400 mètres haies, mais également le marathon. Et petit à petit, la femme a été acceptée pour faire un peu la perche, le 3000 mètres steeple, des longues distances, ainsi de suite. Le comité international olympique, avec les fédérations internationales de différents sports, notamment olympiques, qui sont au nombre de 28, ont eu l'instruction et la forte et haute recommandation par le CIO de réfléchir de manière intelligente, de voir comment accepter les femmes dans leur structure. S'acheminer vers une parité, par exemple? Par une parité, chose qu'on verra peut-être très prochainement. Il y a des fédérations qui, aujourd'hui, acceptent avec toute facilité la femme et d'autres qui... Vous parlez de quelle fédération, de quel pays? Alors, les 28 aujourd'hui doivent impérativement accepter leurs femmes dans leurs exécutifs et également dans leurs commissions, dans toutes les structures. Et c'est la recommandation qui a été faite lors de différents congrès, en commençant par le tout premier congrès qui a commencé en 1996 à Lausanne, qui a été organisé pratiquement toutes les 4 années. Et cette recommandation a été à chaque fois renforcée par un pourcentage qui a commencé par 10%, aujourd'hui qui est pratiquement à 50-50, mais très peu de fédérations aujourd'hui arrivent à ce statut, chose qui a été également véhiculée au niveau continental et national et local. Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, sur les 28 sports olympiques, on trouve une seule femme présidant une fédération, c'est Bouchra Hajiz.
Hajiz, que je salue aujourd'hui, à part elle, je ne vois pas d'autres femmes présider. Le problème, c'est qu'au-delà de présider, on ne voit pas beaucoup de femmes dans les instances dirigeantes des différentes fédérations. Tu peux mettre un point à dirigeante. Ouais. Même des autres. Voilà. C'est le sport ne fait que refléter ce qu'il y a dans le reste de la société. Exactement. Et je sens que c'est aussi mon rôle de vulgariser un petit peu le sport, de le promouvoir, de parler avec les femmes, de encourager des structures au niveau national, au niveau régional, à tous les niveaux pour permettre à la femme de comprendre son rôle qui est le sien, c'est-à-dire d'éduquer les enfants, de leur faire comprendre la force et le pouvoir magique du sport. Ça a transformé ma vie, à tout jamais. Il a fallu 54 secondes pour transformer ma vie. Si ça a eu cet effet sur moi, ça peut le faire sur toute la jeunesse marocaine. Et heureusement, si ça avait été plus long, ça n'aurait pas transformé votre vie, en fait, si vous aviez été plus lente. Ce que je voulais dire sur cette... Il est drôle. Non, cette soirée de 1984, je me rappelle parfaitement, je voudrais juste que les gens s'en rappellent, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vivre ça. Et on va voir les images de cette soirée. On ne savait pas, alors c'était quelques jours avant Saïd Aoueta et 2 ans avant l'équipe du Maroc de 86. Et je le dis, c'est difficile à expliquer aux gens aujourd'hui, on ne savait pas, nous les Marocains, qu'on pouvait gagner. On ne savait pas qu'on pouvait gagner. On imaginait que ce n'était pas pour nous, parce qu'il y avait... c'était vous qui avez le premier démontré que c'était possible. Saïd Aoueta est arrivé quelques jours après. L'équipe du Maroc à la Coupe du Monde l'a fait en 86 également, en battant le Portugal. C'était un moment incroyable. Je m'en rappelle avec une parfaite précision dans ma tête. Je voudrais vraiment vous dire toute l'admiration qu'on a eue pour vous aujourd'hui, toute la fierté qu'on a eue de vous voir lever ce drapeau-là. Et en l'occurrence, pour relier, c'était une femme, qui a fait ça la première fois dans l'histoire de notre sport. Et c'était très, très important. C'est très difficile aujourd'hui de se rappeler qu'avant, on ne savait pas qu'on pouvait gagner. Je suis partie d'un principe, c'est que d'abord le sport, c'est un droit fondamental. Et donc, on m'a enseigné ça. Je suis issue d'une famille où le papa, faisait du judo. La maman faisait du volleyball, et nous étions 5 enfants et on pratiquait tous le sport. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait naturel et normal. Et donc, j'ai choisi le 400 mètres haies sur le conseil de mon entraîneur. D'abord, ça m'a enseigné tellement de choses. Pour moi, c'est l'école de la vie. Il y a un départ, il y a une arrivée, et je ne cesse de le répéter. Les obstacles de la vie, ça a été pour moi ces haies qu'il fallait traverser, surmonter, sauter. Et c'est une école de la vie. Et donc transmettre cette expérience à une génération assoiffée par la victoire, assoiffée par le dépassement de soi, par la connaissance de soi, et ce sont des valeurs enseignées par le sport. C'est aujourd'hui mon rôle, le rôle de Hicham Guerrouj, le rôle de Aoueta, le rôle de Nzabi Douane, le rôle de tout un chacun à l'endroit de cette jeunesse qui est généralement déboussolée, ne sachant pas où aller, comment arriver à ses objectifs, et il faut avoir des rêves. Moi, j'ai eu ce rêve. J'ai pourtant été petite de taille. J'ai été pourtant issue d'un milieu, je dirais, modeste. Mais j'ai eu cette volonté d'aller de l'avant, cet amour de mon pays, cet amour pour mon drapeau. Et puis, il faut être passionné dans la vie. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, je ne comptais pas mes jours, je ne comptais pas les heures d'entraînement. Je m'entraînais quand il neigeait, quand il faisait froid, sous la pluie. Et j'avais une force intrinsèque qui me poussait d'aller de l'avant. Et j'ai entraîné, j'ai appris sur le tas plein de choses pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Parce que rien ne tombe du ciel. Et je pense qu'avec la foi, avec la passion, on peut aller tellement loin. Vous avez aujourd'hui un autre combat comme une icône du sport marocain, comme une femme marocaine qui a réussi son rêve grâce et à travers le sport. C'est permettre plus d'accessibilité de la femme rurale, la femme en ville, à la pratique du sport. Et après, pourquoi pas, à la gestion et au pouvoir. Est-ce qu'on sera obligé de passer par un système de quotas pour obliger les fédérations, par exemple, ou les instances sportives à permettre plus de présence des femmes dans leur comité de dirigeants? Je pense que oui, il faut accepter les quotas parce que sinon la femme accédera à des postes de décision que d'ici, je ne sais pas, 100 ans, 200.
Et la Fédération internationale d'athlétisme a accepté que la femme puisse siéger dans son exécutif qu'en 1995, alors que l'instance est née en 1912. Donc vous voyez le chemin qui a été parcouru par la femme pour qu'elle puisse être acceptée par ses homologues masculins. La même chose dans différentes autres fédérations. Et je pense que la FIFA était l'une des dernières fédérations à accepter la femme pour siéger dans ses exécutifs. Elle a d'autres problèmes, la FIFA. Le comité international olympique donne comme recommandation à certaines fédérations internationales que si la femme ne siège pas dans ses exécutifs, ni ne met pas en place une commission femmes et sport, et n'encourage pas la femme à intégrer dans les structures de ces fédérations internationales, ces fédérations internationales peuvent être exclues. La même chose pour certains pays lors des Jeux olympiques. Si ces pays ne présentent que l'élément masculin et pas d'équipe féminine, ces pays sont exclus. La dernière fois où ceci a été accepté, ce fut, et tu étais avec moi, lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, où le dernier pays à avoir fait accéder les femmes au jeu, c'était le Qatar, accompagné de Sultanat Brunei et l'Arabie Saoudite. Et donc, on a été encouragés de... On a été encouragés de voir ceci. On a été vraiment très ravis de voir ceci se concrétiser et la même chose a été reconduite lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Il reste une petite minute et je sais que tu n'en es capable vu que ce que tu as réalisé en 54 secondes, quelque chose dont on se rappelle tous ensemble. Quels sont tes vœux pour cette année du 8 mars 2017 au 8 mars 2018 ? On parle de chez nous au Maroc. J'aimerais voir mon pays prospérer et avec la femme toujours à côté de l'homme, parce que les deux font partie de notre société. Et notre société ne marche pas que sur une jambe, mais sur les deux jambes. J'aimerais voir la femme faire partie de ce progrès, voir notre pays aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup, Madame Nawal Moutawakel, de nous avoir accompagnés dans cette édition du club. On est ravis, on aurait aimé avoir plus de temps. Et de toute façon, la porte du club, si le foot vous intéresse, voilà. J'ai démarré par le foot. Voilà. Jeune fille, j'ai démarré par le foot, avant l'athlétisme. En club ou dans la rue. D'accord. Dans le quartier. On a tous pratiqué d'abord dans le quartier de Bourgogne. Je salue Casablanca. On salue le quartier qui a donné un très très grand club et de très grands joueurs, faut-il le préciser. Avec Rachid Daoudi, par exemple. avec elle a des superbes références, je trouve. Elle a des superbes références. Merci beaucoup, Nawal. Merci, Amine. Merci, Reda. Merci à toute l'équipe technique. C'est la fin de cette édition du Club 1000. Merci d'avoir suivi. On se retrouve tous ensemble ici, dans le club, mardi prochain. Ciao, les amis.